Bienvenue à Impact IA, un podcast où on jase avec des entrepreneurs et des leaders inspirants. Ils nous partagent comment ils ont intégré l'intelligence artificielle, leurs enjeux et leurs succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Impact IA. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial parce qu'on est en direct de Impact IA, l'événement à Montréal. J'ai avec moi Nicolas Morel, spécialiste principal de l'IA pour Google Cloud dans l'Est du pays. Bienvenue. Bienvenue, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais ici? Ben oui, absolument. Fait que mon nom c'est Nicolas. Je suis un spécialiste en IA pour Google ici dans l'Est du Canada. Mon rôle principalement, comme j'aime dire, c'est que je suis un peu un geek translator. Donc j'écoute, on travaille beaucoup avec des exécutifs non techniques et on essaie de les ramener à comment est-ce que la technologie peut régler leurs problèmes. Donc moi, c'est ça ma passion, j'adore ça, je fais ça tous les jours. Donc des événements comme Impact IA qui emmènent tous les gens ensemble pour avoir une conversation sur où on en est, où est-ce qu'on s'en va, puis la démocratisation de l'IA, moi, ça m'intéresse toujours de participer. Justement, comment l'IA peut aider les entreprises, les PME, les grandes entreprises en ce moment? Tu sais, je te dirais que l'IA peut aider les entreprises de toutes les tailles dans plein de différentes façons. Je pense qu'il faut se souvenir, il faut prendre un pas de recul puis regarder, dans le fond, la réalité de ces opérations, puis de regarder, mais c'est quoi les types de problèmes qu'on veut régler. Donc, si on est dans le domaine manufacturier, puis on a des opportunités d'améliorer l'assurance qualité, par exemple, mais il y a des approches et des technologies qui vont t'aider à y arriver puis atteindre tes objectifs de ce côté-là. Si dans une entreprise où est-ce que tu as une énorme quantité de gestion documentaire, mais l'IA peut jouer un rôle complètement différent dans l'automatisation de la capture de l'information puis l'extraction des documents. Fait que je pense qu'il faut regarder c'est quoi les opportunités réelles dans l'entreprise puis voir avec des experts, avec des compagnies comme Google, des compagnies comme Vuban, mais comment est-ce que tu peux apporter des solutions. Parce que souvent, c'est des problèmes qui ont déjà été vus dans le passé. On se sent tous vraiment spécial puis unique, puis mais nous autres, on est vraiment comme ça chez nous. Mais la réalité, c'est qu'il y a des points de commun. Fait que c'est, je pense, de se tourner puis regarder, mais comment que la technologie peut être un allié pour moi pour régler ça. Puis, dernier point là-dessus, c'est que l'IA vient en plein de saveurs. Tu as ce qu'on appelle du off-the-shelf. Tu as de l'IA comme des assistants dans des outils de productivité que tu peux acheter, subscribe. Puis là, tout d'un coup, tu as un agent t'as une solution qui va t'aider à écrire tes courriels, à summariser tes rencontres. Puis ça, c'est peut-être bien en masse pour la réalité de ton entreprise pour l'instant. Pour d'autres, ça va être ce qu'on appelle du modified off-the-shelf. Ça va être prendre un outil comme une plateforme comme notre Agent Space puis de le personnaliser à ton besoin. Puis il y en a d'autres que c'est du complet custom. Mais je pense que ça dépend du problème ou de l'opportunité que tu essaies de régler. Puis en ce moment, comment que les entreprises perçoivent l'IA? Puis est-ce que cette perception-là a évolué dans les dernières années? Absolument. La perception a définitivement évolué. Je me souviens, quand moi j'ai commencé à parler d'IA avec les entreprises en 2019, je te dirais qu'à ce moment-là, on était quand même assez tôt dans la conversation d'IA. L'état de l'adoption était très, 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 très faible. Puis à ce moment-là, on parlait d'un peu l'IA traditionnelle, qui est un peu un drôle de terme quand on considère que la majorité des entreprises n'ont pas déployé de l'IA traditionnelle at scale, malgré toute la promesse qu'elle a pour eux. Mais en 2019, quand on parlait d'IA, il y avait beaucoup des perceptions de peur. On entendait un peu, un peu à la blague, le Terminator. Puis, tu sais, je pense qu'il faut aussi reconnaître que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Puis, quand ils ne comprennent pas quelque chose, mais la résistance est beaucoup plus est un réflexe naturel. Fait que je pense que quand on rentrait puis on expliquait c'était quoi la technologie, mais on avait déjà, ça passait vraiment à un autre niveau en termes de l'intérêt pour l'organisation. On disait, mais finalement, c'est pas si pire que ça. Quand l'IA générative a frappé la scène en 2022, ça l'a overnight fait une démocratisation monstre de ce que l'IA était, peinturé avec l'IA générative. Tout le monde, ton voisin, ton oncle de 75 ans, utilisait l'IA générative pour tout d'un coup planifier un voyage et la barrière à l'entrée, elle a baissé overnight. Mais c'était pas plus compris, la technologie. Et là, on commence, je pense, à voir les entreprises vraiment reconnaître le rôle que l'IA traditionnelle, l'IA générative, les agents peuvent jouer dans l'entreprise. Mais ils ont toujours besoin d'être accompagnés. Il y a très peu de clients qui ont cette capacité-là, ce savoir-là à l'interne. Fait qu'ils se tournent vers des partenaires pour être accompagnés. Mais je te dirais que la réceptivité et l'ouverture est beaucoup plus présente. Je pense que les entreprises ont reconnu que c'est plus une question de est-ce qu'on va le faire ou pas. C'est quand? C'est le quand ou, dans le fond, et le comment. Parce que c'est plus une question de est-ce qu'on y va.
Il faut se lancer, mais il faut se lancer sur les bonnes problématiques, pas essayer de faire 40 use cases en même temps. Ouais. Et de commencer par quelque chose qui est un problème réel. Tu sais, j'aime dire, dans l'IA traditionnelle, on parlait beaucoup des projets, puis on arrivait dans une entreprise, on disait, ben, tu sais, par exemple, la prédiction de la demande. Qu'est-ce que ça changerait pour ta business? Ça changerait tout. Parce qu'on pourrait comprendre c'est quoi qu'on a besoin d'acheter, prédire c'est quoi les besoins de nos clients, qu'est-ce qu'on a besoin d'envoyer ou quand. Fait que ça nous permet de faire plein de décisions opérationnelles différentes avec juste ce noyau-là. Fait que, bref, des exemples comme ça, c'est intéressant pour les entreprises. Est-ce que tu vois des grosses différences entre les besoins entre les petites et les grandes entreprises? Je te dirais, les besoins, il y a certains besoins qui deviennent plus problématiques avec la taille. Parce qu'il y a certains, par exemple, c'est une entreprise de transport avec 3 camions. Tes bill of materials en papier ne font pas autant mal que si t'es Robert ou t'es Morneau ou t'es UPS. Fait qu'il y a des problèmes qui peuvent devenir plus grands avec la taille, mais en réalité, les problèmes de base sont très similaires entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Tout le monde veut avoir plus de productivité, être plus efficace, avoir des meilleures façons de gérer la qualité, la productivité, tout ce qui est le processus manufacturier ou peu importe c'est quoi. Mais c'est la taille du problème qui est différente d'une entreprise à l'autre, qui peut des fois même dire, mais à la taille du problème d'une compagnie, tant et si longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui est off the shelf que tu peux déployer, peut-être que ça ne vaut pas la peine de régler ce problème-là. Mais pour quelqu'un d'autre. Il y a des secteurs. Si on sort de la taille, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont des plus grands potentiels d'adoption de l'IA par rapport à d'autres? Oui, absolument. Je te dirais les secteurs où est-ce que moi, personnellement, puis mes collègues ici au Canada puis aux États-Unis, on passe la majorité du temps avec. On passe énormément de temps avec des entreprises dans les secteurs des télécommunications, des entreprises dans le secteur manufacturier, et des entreprises dans le secteur financier, assurance. Et dans le fond, c'est parce que ces industries-là ont des tailles de problèmes énormes, ont des défis avec comment faire ces processus-là en n'utilisant pas l'IA. Et par exemple, les banques, les compagnies d'assurance, c'est un volume de papier, de gestion de documents et de processus internes qui est tellement énorme. Mais dans le fond, on voit certains parallèles, donc des solutions plus horizontales. Donc, c'est des secteurs qu'on travaille beaucoup avec. Puis finalement, on rentre dans tout ce qui est le commerce au détail, la distribution, puis on rentre dans les consumer packaged goods, les CPG, ont aussi, eux autres, des problèmes similaires. Fait que je te dirais que c'est des secteurs qu'on voit beaucoup d'activité, nous, de notre côté. Puis de ton côté, avec tous les gens que tu as rencontrés dans diverses entreprises, divers secteurs, c'est quoi les plus grands mythes que tu as entendus dernièrement sur l'IA? Je trouve qu'un des... Les plus grands mythes... my God, c'est une bonne question, ça, Hugo. Je te dirais qu'un des plus gros mythes en ce moment, c'est que les modèles tels qu'ils sont produits par les Google de ce monde et ainsi de suite, off the shelf, sont good enough. Tu sais, Gemini, c'est un modèle qui est absolument fantastique. Puis tu peux faire toutes sortes de choses avec. Mais par exemple, pour une entreprise, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois trouver une façon de donner à Gemini le contexte de ton entreprise, le contexte de tes besoins, de tes opérations, connecter des systèmes, parce que c'est là où est-ce que vraiment Gemini va exceller à t'aider pour vrai, parce qu'il est groundé, comme on dit, dans la réalité de ta business. Fait que, tu sais, l'idée que certaines solutions se règlent en créant ciseaux, puis on déploie Gemini for Workspace, Copilot dans le business, puis qu'on est une AI first company, je pense que ça, c'en est un. Le deuxième, c'est le mythe qu'on n'a pas le talent. Tu sais, on n'a pas le talent dans l'entreprise pour vraiment pouvoir se lancer là-dedans. Tu sais, malgré que oui, certaines entreprises ont un déficit de talent en AI et tout ça, c'est peut-être vrai, mais la réalité, c'est que c'est pas quelque chose qui devrait te freiner ou t'arrêter. Tu sais, le talent existe dans l'écosystème de partenaires. Il y a des gens dehors qui peuvent t'aider à y arriver. Mais la barrière à l'entrée et à l'adoption devient de moins en moins haute pour les entreprises. Il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, quand les entreprises qui faisaient de l'AI, typiquement, avec un département de recherche avec 2 ou 3 PhD là-dedans, qui pensaient à tout le potentiel de l'IA, mais c'était très rarement mis en production. Aujourd'hui, on a des entreprises qui n'ont pas des PhD en AI à l'interne, mais juste des data engineers, des software engineers et du monde qui veulent régler des problèmes. Mais maintenant, les outils permettent à ces gens-là
de pouvoir aussi contribuer à régler la solution. Puis quand tu combines ça avec un partenaire avec une expertise dans le secteur qui peut t'emmener toutes les bourbes à éviter, mais tu peux vraiment aller plus vite. Fait que, tu sais, on n'a pas le talent, on peut pas. C'est l'idée de, on va déployer un outil off-the-shelf puis ça va régler tous nos problèmes. Je te dirais que c'est deux des plus gros mythes que moi je vois de mon côté. Je serais curieux, toi, tu t'entends, Hugo? Un des plus grands mythes, au début, avant, je voyais un mythe qui était, les gens avaient l'impression que l'IA réfléchissait, pour vrai. Oui. Au-delà de l'aspect mathématique de la chose, je travaille encore avec des gens qui disent merci quand ils font des demandes avec Gemini, entre autres. Puis souvent, je leur dis, tu sais, t'es pas obligé de leur dire merci. Hein. Fait que c'est un peu un mythe que je voyais. Je suis pas sûr que les gens réalisent à quelle vitesse les modèles d'IA se développent en ce moment. Je disais dernièrement que ça doublait, l'intelligence ou la performance des modèles d'IA génératifs doublait à tous les 6 mois. Et personnellement, je pense que dans certains contextes, beaucoup plus que doublé. Par exemple, l'année dernière, on a des versions de Gemini, on en sort, j'ai l'impression, à toutes les quelques semaines. Je m'en souviens, je pense que c'était en novembre, je ne me trompe pas la date, on a parlé de Gemini 2 Pro, on a parlé d'un Gemini Flash, puis littéralement, quelques semaines plus tard, on parlait déjà de 2.5. Ouais. Est-ce que c'est en début d'année? Je dis novembre, mais c'était début de l'année. Puis même à l'interne, chez Google, dans une compagnie qui est dans les 2 pieds dans l'IA, des fois, on se regarde entre collègues puis on se dit « My God, that was fast ». Ça arrive vite. Puis il y a des skills que ces modèles-là peuvent apporter maintenant qui sont largement plus puissants que même la génération d'il y a 3 mois, 6 mois. Ouais, exactement. Par exemple, dans le Coding Assistant, si on s'aurait parlé en septembre l'année dernière, tu aurais dit « Wow, c'est fou comparé à ce que j'ai vu en juin ». Mais ce que tu verrais aujourd'hui versus ce que tu as vu en décembre, c'est complète nouvelle capabilities que dans le fond, tu n'aurais pas même imaginé. Fait que dans certains cas, oui, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais il faut penser à juste la quantité de gens. Comme par exemple, chez Google, on a 3000 chercheurs à temps plein qui ne font que penser à tout ce que les modèles de demain vont devoir faire, que les gens vont vouloir qu'ils fassent, et qu'est-ce qui est même dans la limite, qu'est-ce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire que les gens ne savent même pas qu'ils en auraient besoin? Et quand il y a 1 an et demi, on avait sorti avec le context window de Gemini de 1 million de tokens, puis pas pour parler tech, mais 1 million de tokens, c'était un multiple de quasiment 10 sur qu'est-ce que le marché était capable d'offrir à ce moment-là, puis je pense 5 fois plus que qu'est-ce que Anthropic offrait à leur plus gros context window. Puis les clients venaient nous voir, puis 1 mois plus tard, on leur a dit « Ah, by the way, on va le laisser extensionner à 2 millions. Et pour nos partenaires en recherche, 10 millions de tokens. » Et là, tu es comme « Comment que ça peut évoluer si rapidement? » Et on a des gens chez Google qui se posent la question « Mais qu'est-ce que ça voudrait dire si on avait un context window infini? » Qu'est-ce que ça apporterait comme use case? Fait que, on a le privilège d'avoir des gens qui ne font que réfléchir à ça. Fait que, oui, ça continue d'évoluer, mais je pense que ça va continuer d'évoluer à un pace rapide qui va permettre des applications, des use cases qu'on n'aurait pas pensé possible il y a 3 mois, 6 mois, vont être très possibles et peut-être même matures d'ici 3 à 6 mois en termes de capacité. Fait que c'est incroyable. Justement, je veux te lancer un peu plus dans l'espace des agents. Oui. On en parle beaucoup, l'Agentic fait parler. J'ai testé un peu les agents, justement, dans les différents modèles pour coder. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Fait que, les agents, la réalité, c'est que c'est devenu un peu... À chaque année, on a comme un nouveau frontier, on a un nouveau horizon. Fait que, on est arrivé avec l'IA générative en 2022. Là, les compagnies, se tardaient de rattraper ça. Et l'année dernière, on a commencé à entendre beaucoup parler du fameux Agentic, Agent AI, des workflows comme ça. Et les gens se disaient, c'est le nouveau goalpost. Mais la réalité de la raison pourquoi il y a autant d'emphase et d'intérêt sur les agents des entreprises, c'est que les agents vont être la vraie façon de unlock la valeur d'affaires, parce que c'est là où est-ce qu'on parle de la capacité d'agir. Et, oui, il y a des agents qu'on travaille avec quotidiennement dans nos outils, on ne sait peut-être même pas qu'ils sont des agents qui coordonnent ensemble, mais pour un workflow qu'on veut automatiser, un agent qui a la capacité, par exemple, d'atteindre un objectif en regardant du data et qui est capable, dans le fond, de réfléchir, penser à une solution et de prendre action, agir avec des outils,
c'était quelque chose qu'il y a un an, c'était pas pensable. Mais après ça, tu as eu Anthropic qui est arrivé avec le browser use. T'as Google, on est arrivé avec, je trouve ça intéressant, le Project Mariner, qui est une vision de comment est-ce que le tool use peut avoir. C'est des choses qui continuent d'évoluer. Fait que, tu sais, le Agentic AI, c'est je pense, le next frontier. Il y a des clients qui sont déjà dans cette ère-là en ce moment. Je pense que c'est vraiment là où est-ce qu'on s'en va d'un point de vue. Comment est-ce que l'IA va vraiment contribuer aux entreprises de façon avec impact, puis aussi, tu sais, avec scale, comme on pourrait dire en bon français. Ce matin, j'ai fait un podcast avec Télé-Québec, justement, sur le développement d'un projet pour venir automatiser, créer des épisodes de Lotus et Cali de façon automatique. Puis, dans le cadre de ce projet-là, j'ai testé VEO2, justement, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Ça couplé à Imagine. Imagine. Moi, je disais Imagine l'année dernière, puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit là comme Imagine. Fait que Imagine. Vraiment nice. Imagine 3. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, j'ai l'impression que ça fait que développer tous les modèles de génération visuelle, les vidéos. Il y a beaucoup de concurrence. C'est assez extraordinaire qu'est-ce qui se fait en ce moment. Absolument. Puis la réalité, c'est que l'IA générative, il y a 2 ans, elle existait dans une modalité. C'était le texte. Tu posais une question en texte, elle te répondait en texte. Mais avec l'évolution des besoins puis de ces modèles-là, mais on a commencé à introduire des nouvelles modalités ou des nouveaux formats supportés sur l'entrant puis sur l'extrait. Donc, arrive-moi avec une image puis sors-moi une description en texte. Arrive-moi avec une image, fais-moi un extrait JSON dans le fond de l'information que je puisse la retourner dans un autre système. Fait que ces modalités-là évoluent tous aussi à leur propre rythme. Fait qu'on a des modalités, par exemple, à la génération d'audio, la génération d'images, la génération de vidéos, comme tu as parlé avec VO. Mais ce qui va être intéressant dans les prochains mois, c'est de voir, dans certains cas, même la somme de tous ceux-là s'en venir ensemble. Donc, on a, par exemple, des compagnies dans le média qui vont vouloir utiliser du texte et des images de leurs produits pour générer des bandes publicitaires synthétiques complètement, qui n'ont jamais été tournées essentiellement, mais ça a été complètement généré à partir de l'information qui leur a été nourrie. Fait que tous ces modalités-là continuent d'expandre le potentiel de comment est-ce que tu peux partir de l'audio, finir dans un autre forme. Fait que de ce que je comprends, ça va se croiser un peu avec le concept d'agent, parce qu'on va vouloir créer un flow, disons, pour créer une publicité. Même tous ces agents-là vont travailler ensemble, ça ne sera pas plus fait à la main. Comme ça peut être fait en ce moment. Absolument, parce que c'est exemple, tu penses, puis on va prendre un exemple d'une publicité. Tu sais, il y a plusieurs tâches qui sont faites par plusieurs différentes personnes en ce moment. Tu as un aspect créatif, tu as un aspect de définir c'est quoi le ton de la marque. Tu as un aspect de, mais c'est quoi le produit, c'est quoi ses features, c'est quoi qu'on met de l'avant. Puis après ça, tu as la stratégie, mais comment qu'on veut mettre ce produit-là devant les clients. Après ça, tu as tout ce qui est la notion de comment est-ce que la vidéo est créée, les approbations et tout. Mais là, imagine un monde où est-ce qu'il y a des agents qui ont chacun leur petite part de responsabilité là-dedans, qui sont capables d'orchestrer ensemble un processus du début à la fin. Donc, à la place, avant d'être une personne qui avait besoin, par exemple, de créer, je vais donner un exemple, une publicité pour TikTok, pour une annonce de Colgate, en anglais puis en français. Mais avant, il fallait que tu trouves, ça va être qui ta firme de production, ça va être qui va tourner, c'est quoi les différents âges que tu veux, peut-être les différents acteurs que tu vas avoir besoin pour y aller dedans. Mais tu devais te limiter à, dans le fond, ton budget pour produire ça. Mais maintenant, cette même personne-là va pouvoir peut-être générer ce contenu-là en 160 langues d'un coup, avec 10 variétés de background, 3 différents settings, mais après ça, être dans la responsabilité de passer à travers puis vraiment travailler avec ces agents-là pour arriver à la fin puis dire mais voici ceux que moi je vais utiliser pour mettre en production. Donc, c'est vraiment c'est fascinant le monde des agents puis qu'est-ce que ça peut potentiellement apporter aux entreprises mais ça va conséquemment avoir un impact sur les façons de faire, les processus et la façon dont les gens travaillent aussi. Comment les gens peuvent se préparer justement à l'arrivée des agents de manière massive dans les prochaines années? Je te dirais que presque toutes les entreprises que nous, on travaille avec n'ont jamais d'objectif nommé de faire de la réduction de personnel. C'est pas l'objectif du commun des entreprises. La majorité des entreprises sentent qu'ils n'ont pas la capacité d'embaucher autant de talents qu'ils auraient besoin pour voir à terme toute
de pouvoir livrer sur ce qu'ils aimeraient faire. Ils ont une firme de génie logiciel qui regarderait, l'exemple, un agent pour aider à coder, mais pourrait drastiquement réduire leur backlog. Parce qu'ils ont un backlog en ce moment, parce que la réalité, c'est parce qu'il y a des tâches qui doivent être accomplies et il y a un grooming qui se fait, puis il y a des activités qui sont choisies et priorisées, parce que, dans le fond, dans ton sprint planning, tu as un facteur qui est ton bandwidth, ta capacité, tes cycles. Mais dans un monde où est-ce que tu peux peut-être faire abstraction un petit peu, puis tu aurais certaines autres avenues pour y arriver, mais là, tu peux arriver plus rapidement à passer à travers ton backlog et faire évoluer ton produit plus rapidement. Donc, il y a toutes sortes d'opportunités là-dedans. Mais pour revenir à ta question, comment que les gens peuvent s'y préparer, je pense que étape 1, c'est en ce moment, on est encore très tôt dans le processus. Puis je pense que je recommande à tout le monde de faire des efforts pour adopter, écouter, se former, écouter des formations et d'être ouvert à comment est-ce que ces outils-là vont t'aider à faire des choses différemment. Parce que généralement parlant, quand nous, on a des projets, on s'attaque souvent aux affaires les plus plates que les gens font. Il n'y a pas personne dans un département de shipping qui a vraiment le plaisir de rentrer l'information qui est écrite sur un bill of lading écrit et de le taper dans un ordinateur. Exactement. Souvent, je dis c'est des tâches qui donnent envie de vider le lave-vaisselle. C'est ça. Fait que ces tâches-là, c'est sûr qu'on va voir le plus rapidement des automatisations. Fait que je pense d'être ouvert, se former, puis de voir des opportunités quand il y a un pilote, un projet, et de mettre la main à la pâte et de contribuer aussi à l'entreprise à l'identification des besoins et tout. Fait que, tu sais, je pense de s'impliquer, je pense que ce serait la plus grosse recommandation que j'aurais pour une entreprise ou une personne dans une entreprise qui se demande, mais comment est-ce que je peux me positionner, comment est-ce que je peux me préparer pour l'arrivée des âges. Merci Nicolas de t'être prêté au jeu. C'était super de parler, de passer justement l'évolution des modèles, de où les gens pensent qu'ils sont, vers les Genspace, VIO. J'ai toujours de la misère un peu avec les prononciations des différents... Ouais, non, c'est ça. Mais c'est la réalité, c'est qu'on a tellement de nouveaux produits, des nouveaux variantes de produits qui sortent. Fait que même chez Google, des fois, on est comme « Oh, c'est quoi ce produit-là qu'on vient de nommer? » Mais non, c'est ça. C'est un environnement very fast-paced qui bouge énormément, mais non, ça, c'est un privilège. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Hugo. Merci.